Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Nathalie Guetta-Babourage, médecin, artiste, coach en santé intégrative et experte en chaos créateur. Elle porte de nombreuses casquettes, mais au service d'une même mission, celle de nous rebrancher aux intelligences du vivant. Après un début de carrière auprès des pompiers de Paris, Nathalie choisit d'ouvrir son champ et d'embrasser une vision plus globale de la santé. Ensemble, on questionne la nécessité de repenser la médecine actuelle face aux enjeux de santé mentale et à l'heure de l'explosion des burn-out. On explore comment une médecine intégrative peut soutenir une santé mentale plus durable, plus alignée et plus vivante. On parle aussi de dharma, de boussole intérieure et d'alignement, autant de clés essentielles pour nourrir une santé intérieure. Un épisode profond et éclairant avec la lumineuse énergie de Nathalie, alias Doc la Luna. Très belle écoute à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour Amira. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, merci. Je suis vraiment ravie de t'avoir en face de moi et merci d'être là dans Epion Podcast avec tous ceux et celles qui vont nous écouter aujourd'hui. Merci et bonne écoute à vous. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de santé mentale, on va parler de dharma, de chaos créateur. Enfin, voilà. On a un beau programme ensemble. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, Nathalie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter ? La question. En général, j'aime bien répondre par est-ce que tu as 4 heures devant toi ? Parce que, comme tu l'as bien compris, je suis passionnée par le vivant. Ça fait plus de 20 ans que j'expérimente, j'explore. J'aime bien dire que je suis une chercheuse sur le terrain. Mais pour répondre de manière plus officielle, en fait, je suis médecin. J'ai toujours été passionnée par la physiologie et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être en bonne santé et qu'on prend soin de nous, qu'on prend soin des autres à partir d'un espace de ce qu'on appelle l'autorégulation et l'homéostasie. Et puis la vie a fait que, après un parcours classique, donc de médecin militaire, où j'étais médecin de prévention pour les pompiers de Paris, probablement parce que j'ai grandi entre la France et l'Inde, qui sont 2 pays vraiment opposés, ça m'a donné envie d'aller explorer un peu comment mes ancêtres prenaient soin d'eux, et je suis tombée sur l'Ayurveda et toutes ces approches ancestrales de toutes les cultures, j'ai envie de dire, où on met l'humain au centre d'un écosystème beaucoup plus grand qu'est la nature, et en fait c'est pas séparé l'un de l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années je me suis dit mais oui, en fait c'est possible de créer des ponts entre la médecine occidentale et les sagesses ancestrales, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative. Donc on pourrait dire que je suis spécialiste en médecine intégrative. Et aujourd'hui, j'explore, notamment grâce à ma casquette d'entrepreneur, différentes manières de transmettre, de créer des espaces pour que les personnes et les collectifs puissent se réapproprier cette notion de santé globale et holistique. Voilà, je pense que j'ai résumé. Et ça n'a pas duré 4 heures. Voilà. Alors tu l'as dit, tu as grandi en Inde. Quelle place justement occupent ces sagesses, ces savoirs ancestraux aujourd'hui dans ta vie ? Mais quand j'étais plus jeune, tu vois, mes grands-mères cuisinaient en fonction des saisons, en fonction de si quelqu'un était malade. Ça faisait partie de la vie. On ne disait pas « je fais de l'Ayurveda ». Et pour moi, c'était des recettes de grand-mère. Et comme tout adolescent qui se respecte, j'étais en rejet de ma culture, je ne calculais pas trop ce qu'elle faisait. C'est plus tard, sur les bancs de la fac de médecine à Montpellier, que je devais rendre un mémoire de médecine humanitaire, puisque c'était vers cette carrière que je me destinais. Je m'étais dit, tiens, je vais faire un mémoire sur la médecine tropicale en Inde, il y a 2000 ans. Et c'est à la bibliothèque universitaire de Montpellier que je suis tombée sur un livre d'Ayurveda. Et j'ai réalisé que ce que faisaient mes grands-mères, en fait, c'était vraiment une science. Et c'est là où, en fait, j'ai eu le coup de cœur pour l'Ayurveda. Après, je me suis formée. Et pour te dire comment je vis au quotidien
cette connexion aux sagesses ancestrales et ça fait partie de moi maintenant. Je dis pas le matin en me réveillant, je dois faire mon yoga ou ma méditation, ça fait partie de mon hygiène de vie, comme quand on se brosse les dents en fait. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça, je tiens à le préciser pour les personnes qui nous écoutent. Dans le monde du développement personnel et du bien-être, on a l'impression qu'on devrait tout faire parfait, faire notre méditation 1 heure par jour, aller marcher dans la nature 1 heure par jour. Mais c'est évident que c'est pas possible aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Et c'est là où des approches de coaching m'ont beaucoup aidée aussi. Et je me suis formée au coaching et finalement, c'est une philosophie de vie où tu vas infuser petit à petit et tu vas faire en sorte que tout ce que la vie te présente, de confortable et de moins confortable, c'est des opportunités pour te dire est-ce que c'est vraiment juste ? Est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que ça me fait du bien ou pas ? Et puis, quelque part, c'est toi qui vas dessiner ta feuille de route au fur et à mesure. C'est comme ça que j'aime bien transmettre, moi. Il n'y a pas d'idéal ou de performance pour prendre soin de soi. Il y a juste des expériences que tu vas répéter si elles te font du bien ou pas. Et ensuite, ça devient ton mode de vie. Toi, tu as commencé justement ta carrière auprès des pompiers de Paris, donc avec une casquette, on va dire, de médecine plus traditionnelle, plus allopathique. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de sortir un peu de ce cadre et d'explorer ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative ? Une de mes plus grosses valeurs, c'est la liberté. Et le cadre militaire m'a beaucoup apporté au début de ma carrière. Mon père était militaire d'ailleurs, donc ceux qui ont connu ça se reconnaîtront. Ce besoin de cadre m'a beaucoup aidée, mais au bout d'un moment, en fait, la valeur liberté est tellement forte que j'ai pu commencer à distiller des approches de médecine intégrative auprès des pompiers, notamment à travers une boîte à outils de gestion du stress qui s'appelle les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Mais au bout d'un moment, je sentais que la hiérarchie me fatiguait et que j'avais envie de plus, en fait, et de toucher plus de monde aussi. Et à cette époque-là, donc, dans l'armée, je faisais partie d'un groupe de recherche à l'OTAN sur la médecine intégrative dans le monde. Donc, ça m'avait permis de rencontrer des pionniers et des pionnières en médecine intégrative aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Et là, en fait, j'ai eu envie de plus. En fait, j'ai envie de voyager, de voir comment est-ce que dans d'autres pays, on s'est approprié cette approche intégrative du vivant et de la médecine, et comment est-ce qu'en France, on peut mettre en mouvement des initiatives pour que ça puisse prendre aussi. Donc j'ai senti qu'il y avait besoin de plus. Et donc c'est ça qui m'a permis de faire le switch et de quitter avec cette casquette de pompier de Paris, de lâcher et de partir sur vraiment l'exploration, l'initiation et la sensibilisation. Alors ceux qui nous écoutent vont peut-être se demander c'est quoi la médecine intégrative finalement ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? Comment toi tu la définirais ? Il y a 12 ans, je la définissais vraiment comme comment est-ce qu'on allie le meilleur des sagesses ancestrales avec le meilleur de la médecine occidentale. Pour moi, c'est déjà une étape qui va plus loin par rapport à ce qu'on met derrière le mot médecine parallèle, médecine douce, ou médecine alternative. Ouais. On a l'impression qu'il faut choisir soit l'un, soit l'autre, et que c'est en opposition, alors que toute la démarche intégrative est là pour dire qu'on peut allier toutes ces approches et qu'il y a une intelligence collective qui se fait entre ces médecines. Ça, c'était ma définition il y a une dizaine d'années. Maintenant, avec le temps, le fait que ça commence à bouger aussi en France et que moi, mon expérience en tant qu'entrepreneur dans les organisations est connectée aussi à tout le milieu de la transition écologique, je me rends compte que, en plus de la médecine intégrative, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment développer une vision intégrative et réunir justement ces différents secteurs de la santé, de la médecine, de l'écologie, de l'éducation et de l'économie aussi. Parce que quand on dézoome un peu, au-delà de l'individu qui peut tomber malade, qui prend soin de sa santé, la vision systémique permet de comprendre qu'on n'est pas juste des individus qui vivent une vie, on est tous interreliés et quelque part, la maladie, c'est aussi la maladie de notre société qui est dans l'ultra-performance, c'est aussi notre planète qui est malade. Et en fait, pour aborder ces sujets-là, on a besoin de connecter finalement toutes les personnes ensemble, et notamment ceux qui s'identifient comme prenant soin du vivant. Parce qu'il y a besoin d'avoir cette vision, au-delà des symptômes de la maladie de la société, d'aller creuser dans les racines de la construction de notre société, qui date d'il y a à peine 2000 ans, et qui s'est construite quelque part sur un modèle qu'on appelle le modèle patriarcal, où l'homme s'est mis au-dessus de la nature et s'est senti
dans cette énergie de la contrôler comme une ressource, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un vrai questionnement sur quelle est notre position. Et au lieu d'être au-dessus à la dominer, est-ce qu'on ne devrait pas justement revoir comment permettre à l'intelligence de cette nature de revenir dans toutes les crises qu'on est en train de traverser. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment cette approche systémique et intégrative qui demande d'élargir sa vision et qui demande que tout le monde s'implique, du citoyen au politique. Tu vois, pour moi, il y a vraiment aujourd'hui, dans cette vision intégrative, il y a aussi une dimension politique. Que les citoyens puissent reprendre leur puissance sur leur chemin de santé. Tu parles beaucoup effectivement de ces lois du vivant. Comment on peut s'inspirer justement de la nature pour essayer nous aussi d'avoir un rythme, des rythmes qui soient plus équilibrés, pour mieux fonctionner et pas essayer de se dire qu'on fonctionne tout le temps de la même manière, quelle que soit la météo, quel que soit le temps. Qu'est-ce que nous enseigne finalement la nature qui peut être intéressant ? Tu le dis vraiment très bien en fait. On a tellement standardisé nos modes de vie parce qu'on s'est déconnecté de la nature qu'aujourd'hui en fait c'est difficile de revenir à quelque chose de naturel, j'ai envie de dire. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne, elles me disent mais ça a l'air facile, mais en même temps c'est compliqué quand tu travailles de 8h à 18h tous les jours, que tu as des enfants. Et c'est là où j'ai envie de dire la première étape, c'est dire pause et observer. C'est comme de la permaculture. C'est la première étape essentielle. Avant de vouloir faire quelque chose, c'est j'observe. Je reviens dans mon corps pour commencer à ressentir et faire un peu un bilan d'où est-ce que j'en suis, tous les choix que j'ai faits qui m'ont amené là, ici et maintenant. Depuis quel espace j'ai fait ces choix. Et c'est là où c'est pas évident de ressentir, puisque on nous a pas appris à ressentir. Et j'en parle beaucoup justement dans ce concept du chaos créateur. C'est que notre système nerveux analytique, on sait très bien l'utiliser. Le mental, il défile. On sait qu'on a 90 000 pensées par jour. Le système nerveux moteur, ça aussi on sait faire. On est beaucoup dans l'action. Mais le système nerveux sensitif et sensoriel, c'est une partie de notre système nerveux qu'on n'a pas appris à écouter. Sauf quand on est malade. Donc, pour moi, la deuxième réponse qui me vient quand tu me poses la question de comment faire, c'est peut-être que les moments où on est obligé de s'arrêter, comme une maladie, ça peut être une entorse de cheville, ou ça peut être une maladie peut-être un peu plus grave, ou quand on vit un deuil, ou quand on est obligé de se mettre en arrêt maladie parce que psychologiquement ou parce que notre santé mentale ne nous permet pas d'aller travailler, au lieu de voir ça comme des problèmes, de les voir comme des opportunités pour se dire, bon, mon corps est peut-être en train de m'envoyer un signal. Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je peux me poser, observer ce qui se passe ? Et à partir de là, me dire, peut-être que j'ai des clés pour mieux écouter ce corps et pour commencer à prendre soin de lui. Et peut-être que pour une personne, ça va être d'expérimenter la méditation. Pour une autre, c'est de marcher dans la nature, dans un parc. Pour une autre, c'est d'aller prendre des cours de cuisine parce qu'elle se rend compte que au niveau de l'alimentation, c'est pas ça. Enfin, tu vois, c'est en commençant comme ça, petit à petit, qu'à un moment donné, j'aime bien dire, tu mets un doigt dans le truc et après, ça devient presque un syndrome de la carte d'étudiant chronique. Tu vois, tu commences une formation, puis tu dis, mais c'est trop génial, j'ai envie de faire ça et ça et ça. Et au contraire, c'est un bon signe, ça, pour moi. C'est que tu es appelé par ces lois du vivant quelque part et tu as envie de mieux les comprendre, les expérimenter. Moi, j'aime bien aussi là-dedans cette notion de saison, tu vois, de s'autoriser, et je dis bien le terme s'autoriser, à avoir des saisons, parce qu'il n'y a pas que la nature qui a des saisons. Nous, on est en hiver, on fonctionne moins vite. Il y a des saisons dans les projets, il y a des saisons dans certaines idées, et de se dire qu'en fait, c'est pas une ligne droite. Il y a des saisons, ça monte, ça descend, il y a des cycles. On est des femmes, on a des cycles aussi, donc je trouve qu'on devrait aussi s'autoriser plus cette notion de saisonnalité. T'en penses quoi ? Tout à fait. Encore une fois, quand tu observes la nature, tu vois que les fruits ne poussent pas toute l'année. Ouais. Sauf quand derrière, l'humain essaye de forcer ça. Mais normalement, à l'état de base de la nature, a justement des temps de récupération, de régénération. On a l'impression qu'à l'extérieur, il ne se passe rien, comme en hiver. Mais en fait, dans la Terre, il se passe énormément de choses en termes de transfert biochimique et de régénération justement des sols. Après, il y a une saison du printemps où on commence à voir les bourgeons, on sent l'énergie qui monte, la sève qui monte. L'été, on a les fleurs et les fruits. Et puis l'automne, c'est le temps de la récolte. Le corps humain, c'est exactement pareil. Et nos projets aussi, c'est pareil. Ils ont une saisonnalité. Et justement, encore une fois, quand tu prends le temps de te poser et de regarder, tu vas apprendre à ressentir aussi ces phases d'énergie
montante et descendante en toi. Moi, j'ai pu le faire justement les premières fois déjà. C'est grâce à un coup de cœur pour une île où je suis allée m'installer pendant 7 ans, la Guadeloupe, que j'étais obligée de faire une pause parce que donc, j'avais mes activités en France métropolitaine. J'étais intervenante conférencière autour de la santé intégrative dans les hôpitaux et les entreprises. Et le fait d'avoir décidé de m'installer en Guadeloupe, ça m'a obligée à me poser et à vraiment voir qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais transmettre, même à distance. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, mon propre corps de femme, il y avait des cycles, tu vois, à travers les cycles menstruels. On le sait biologiquement qu'il y a des variations hormonales, mais même moi, en tant que médecin, pendant mes études, je ne me suis jamais dit que ces variations hormonales pouvaient avoir un impact sur mon énergie. Parce qu'on m'a toujours appris qu'il fallait que je sois toujours au top. Bien sûr. Alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une intelligence de ces cycles qui fait qu'il y a des moments dans ton cycle, tu es hyper feu, donc hyper efficace, hyper performant. Tu peux vraiment voir au mois comment tu vas t'organiser. Alors qu'il y a d'autres phases où au contraire, tu as besoin juste d'être toute seule, qu'on te fout la paix, que tu sois dans ta grotte, tu vois. Et ça, en commençant à en parler à des femmes autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et puis c'est là où vraiment j'ai eu envie, moi, de créer un programme déjà pour moi, mais après, je l'ai proposé à d'autres personnes. Et ça a été le premier programme de mon école, la Tribe Empowering School. Et j'ai vu à quel point ça soutenait les femmes pour s'approprier leur cycle. Et après, on décline au niveau des saisons, c'est pareil. Il y a aussi des temps, des saisonnalités qui nous permettent de mieux être à l'écoute de ces rythmes intérieurs, mais aussi collectifs. Et petit à petit, j'ai commencé à en discuter avec des hommes et je me suis rendu compte que les hommes aussi sont cycliques, en fait. Mais ça, c'est des données, des réalités qui ont été effacées par le monde patriarcal dans lequel on vit. Ou dans le patriarcat, en fait, tout est linéaire. Alors que tout ce qui est notion de cycle, d'énergie féminine, et quand je dis énergie féminine, c'est aussi bien pour les hommes que les femmes. Hein. C'est vraiment plus une conception des énergies. Ça, en fait, ça a été effacé dans notre société occidentale. Donc, peut-être que le chemin, c'est de se réapproprier aussi ces cycles. Et je trouve ça très déculpabilisant, tu vois, de se dire, en fait, il y a des phases où je vais être moins créative, je vais être moins tournée vers l'extérieur, plus vers mon intériorité, et de le comprendre et de l'accepter, je trouve que ça enlève cette culpabilité de je dois être toujours au top, et aujourd'hui en entreprise, on commence à en parler un peu, c'est quand même très frileux en France, il y a des pays comme l'Espagne ou l'Angleterre, je crois, où ils sont quand même plus en avance, il y a les congés menstruels, mais je trouve que ça amène un peu une bouffée d'air frais, tu vois, de se dire que c'est ok, en fait, c'est un fonctionnement physiologique aussi. Et au contraire, si tu respectes vraiment ces temporalités, quand tu vas revenir dans ta phase feu, mais tu vas péter d'énergie, en fait, et tu vas être super efficace, tu vois. Ça me permet de rebondir sur un concept que j'aime beaucoup du biologiste Olivier Hamon, qui parle de robustesse et de performance, et il dit que dans la nature, il y a de la performance, mais il y a aussi de la robustesse. Et encore une fois, l'humain, il s'est coupé de ça. Il est toujours en mode performance. Et du coup, les phases de robustesse, c'est les phases de régénération où tu n'es pas du tout efficace. Mais c'est comme ça que la nature fonctionne, en mode test and learn. Elle teste plein de choses et après, elle va voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour elle. Et ce qui n'est pas intéressant, en fait, elle ne va pas le reproduire. Et moi, ce côté-là, cette compréhension-là, ça m'a beaucoup aidée dans mes divers projets, puisque, comme je te l'avais dit au début, je suis multicasquette. Et j'aime expérimenter de différentes manières, et on parlera sûrement après de mon dernier projet qui est une émission. Et souvent on me demande comment tu fais pour faire tout ça, mais c'est parce que je teste, j'expérimente, j'échoue parfois, mais ça fait partie de l'expérience. C'est plus vu comme « ah là là, j'ai peur de me planter », en fait. Pour moi, la nature, elle fonctionne comme ça. J'aime beaucoup ce concept aussi de robustesse. Donc Olivier Hamon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est biologiste et je crois qu'il est toujours directeur de l'INRA, si je ne me trompe pas. Et effectivement, il explique que la nature, elle ne cherche pas à être performante tout le temps, en fait. Et que justement, la robustesse, c'est accepter les chocs. Et que voilà, l'idée, c'est un peu d'encaisser les chocs. Mais pour encaisser les chocs, il faut savoir se régénérer et prendre le temps d'écouter ces saisons. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'intégrer ça dans nos modes de vie, dans notre façon de fonctionner, que ce soit dans notre vie personnelle ou en entreprise aussi. Parce qu'en entreprise, on ne s'autorise pas vraiment la robustesse. On est encore beaucoup sur de la performance, même si les consciences commencent à évoluer un petit peu. Tout à l'heure, tu as évoqué le terme santé mentale. Il est resté dans un coin de ma tête. La santé mentale, c'était l'enjeu. L'État en a parlé comme l'enjeu 2025. A priori, ça va être aussi l'enjeu 2026. Comment toute cette médecine intégrative
quelque part, elle sert aussi notre santé mentale. Oui, merci pour la question. Et, encore une fois, on est dans un paradigme très occidental qui sépare la santé physique de la santé mentale, alors que dès que tu regardes justement d'un angle de la médecine intégrative, tout ça c'est lié. Moi j'aime bien utiliser la grille de lecture de l'Ayurveda. La santé, c'est la santé du corps physique, mais aussi des émotions, mais aussi du mental, et aussi de nos capacités à nous connecter à nos ressources, et aussi la santé, j'ai envie de dire, de notre âme. Voilà, c'est un peu les différentes dimensions d'un être vivant. Et je trouve que c'est une bonne chose que l'État prend à bras-le-corps ce sujet, mais en même temps, le risque, c'est que du coup, moi, ce que j'observe dans ces milieux-là, c'est qu'on se dit, oui, mais santé mentale, c'est pour les psychiatres, c'est pour les gens qui ont une maladie mentale. Et évidemment que ça va toucher les personnes qui ont des fragilités ou des maladies en lien avec la psyché, mais pas que. En fait, ça touche tout le monde, la santé mentale. Et aujourd'hui, si on a autant de burn-out, d'épuisement, de bore-out, enfin, tous les termes qu'on connaît dans le milieu de l'entreprise, c'est parce que justement, on est dans un système qui est en ultra-performance et en plus, avec la technologie et l'intelligence artificielle, tout va tellement vite, on reçoit tellement d'informations. On est dans l'ère de l'infobésité médiatique, que ça vient saturer encore plus notre mental et ça vient fragiliser et augmenter la surcharge de stress au niveau mental. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on faisait une météo de la santé mentale des Français, on est quand même hyper bas en fait. Et ce qui est intéressant avec la médecine intégrative, c'est qu'elle aborde ce sujet-là aussi, de ta météo mentale. Comment tu te sens, quelles sont tes ressources, est-ce que tu sais t'arrêter avant qu'il y ait des manifestations, des insomnies ou ce qu'on appelle les ruminations aussi, qui au bout d'un moment créent une surcharge de stress et après une manifestation dans le corps physique. Donc tous ces sujets-là, de comment le mental est lié au physique et inversement, c'est des sujets qu'on aborde de manière évidente dès qu'on est dans un prisme intégratif. Et je rebondirai juste sur une dernière chose. Ce sujet de la santé mentale, je pense qu'il est essentiel quand on se tourne vers les jeunes générations, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des chiffres assez catastrophiques. Quand on regarde, maintenant, les bébés, ils naissent avec un téléphone dans la main, presque, j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire qu'on est sursollicité par la technologie. Et ce qui serait dommage, c'est de perdre cette connexion à ce fameux système nerveux sensoriel dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour moi, c'est là où on risque de basculer vers vraiment des gros syndromes de déracinement où les gens seraient vraiment presque dans un cloud, en fait, et auraient du mal à se connecter à leur corps, parce qu'on le ferait que quand on aurait mal, tu vois. Alors que c'est là où il y a les ressources pour moi. Aujourd'hui, c'est vraiment dans le ressenti, tu sais, on parle d'intelligence intuitive aujourd'hui, d'intelligence de la communication, d'intelligence du microbiote. Toutes ces intelligences-là, elles sont essentielles. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains connectés à la nature. Et si on se coupe de ça, on est des clouds ambulants. Oui, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais tu vois, toutes ces intelligences que tu as citées, moi je parle aussi d'intelligence, j'aime bien la notion d'intelligence existentielle, se questionner sur le sens, le pourquoi. Et on voit aujourd'hui que les gens manquent cruellement par moments de sens dans ce qu'ils font parce que, comme tu le dis, ils sont beaucoup dans leur tête. Mais quand on est dans sa tête, on est parfois un peu coupé de son cœur, de son corps. Et tout ça pour dire que je trouve assez étrange qu'on parle que de santé mentale, parce que tu vois, on le réduit au mental, et tu viens bien de nous démontrer qu'en fait la santé mentale c'est bien plus qu'en fait le mental, parce que le mental n'est pas isolé du reste finalement. Donc même l'appellation, je la trouve un peu étrange, tu vois, elle questionne. Et moi j'avais fait un travail de recherche pour l'Institut des futurs souhaitables. Donc on a, avec une collègue de santé publique, on a créé un voyage d'une demi-heure, 40 minutes, je pourrais te donner le lien si tu veux pour mettre pour les auditeurs. Ça s'appelle le poster santé et on embarque tout le monde dans se questionner sur la santé du futur. Et on part du constat de aujourd'hui, quels sont les chiffres dans la santé dans le monde, mais aussi en France. Tous les progrès quand même qu'on a développés et dont on bénéficie aujourd'hui depuis ces 200 dernières années. Pour moi, c'est important aussi. Ça fait partie de ce qui est important de célébrer. Et en même temps, on va voir les angles morts et ces endroits où on ne traite pas du tout le sujet de la santé mentale, par exemple, chez les jeunes, mais chez les moins jeunes, où on ne prend pas soin de l'arrivée dans ce monde, tu vois, des naissances et du départ aussi, des fins de vie,
où c'est très médicalisé, surmédicalisé, et peut-être qu'à ces endroits-là, justement, on peut s'inspirer d'autres cultures pour voir comment est-ce qu'on peut remettre du sens dans le lien social. Ça aussi, c'est un autre paramètre très important qui permet de développer la santé mentale, en fait, parce que on parle beaucoup des épidémies, des virus, des bactéries, mais la première épidémie dans le monde, c'est la solitude. Et là, malheureusement, il n'y a pas de solution dans les hôpitaux ou dans les centres de santé conventionnels, parce qu'il y a déjà un manque de personnel, et on ne sait pas comment aborder ces sujets, alors que, et dans la conclusion de notre poster, donc dans ce voyage dans le futur, on se dit qu'à un moment donné, il faut externaliser cette santé pour que tout le monde se la réapproprie. Et dans les belles initiatives qui existent, parce qu'on termine vraiment sur une note positive, qu'est-ce qui existe déjà dans le monde en signaux faibles vers une santé du futur plus désirable? Et puis en France aussi, et on avait observé qu'il y avait de plus en plus de tiers-lieux qui se développent, et notamment de tiers-lieux santé, qui permettent de recréer du lien entre les jeunes et les moins jeunes, et en particulier dans les lieux où il y a des déserts médicaux, par exemple. Et que c'est là que d'autres soignants, d'autres personnes peuvent soigner aussi, même s'ils ne sont pas médecins ou infirmiers. En fait, il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des aidants, qui est une population aussi de plus en plus importante. Hein. On a tous et toutes autour de nous des personnes qui accompagnent un proche, un parent malade ou un conjoint malade. Et c'est pas simple. Donc, c'est aussi des gens qui ont une santé mentale qui peut être fragilisée. Et recréer du lien à travers le tissu social, pour moi, c'est une des pistes essentielles que la médecine intégrative prône. Puis j'entends dans ce que tu dis qu'il y a une forme d'écologie, c'est-à-dire on prend soin aussi de ceux qui prennent soin, parce que les soignants peuvent être isolés aussi. On a l'impression que parfois c'est des super-héros, mais ils peuvent aussi souffrir de l'isolement. Complètement. Et en plus, nous, on nous a pas appris à demander de l'aide. Tu vois, on a ce fameux syndrome du sauveur. En général, quand on choisit un métier comme ça, c'est qu'on veut sauver les autres. Donc oui, là aussi, ça demande... Enfin, pour moi, là, je trouve que la citation d'un philosophe indien, Krishnamurti, je l'aime beaucoup, mais elle peut paraître un peu radicale. Il dit « C'est pas normal d'être en bonne santé dans un monde qui est malade ». Et pour moi, un monde qui prend pas soin de ses soignants, de ses enseignants, de ses agriculteurs, c'est un monde qui est vraiment malade. Comment la France se positionne justement en termes de santé intégrative par rapport à d'autres pays? Et je pense pas seulement au moment de la maladie, mais vraiment en amont, sur toute la prévention. On est comment par rapport aux autres? On est des mauvais élèves. Non, je rigole. J'ai pas de chiffres exacts, mais ce que j'aime faire quand je voyage, c'est vraiment faire une météo d'observation de comment on aborde ces sujets-là. Et je me rends compte qu'on a à peu près 20 ans de retard par rapport aux pays anglo-saxons. Et je me suis questionnée sur les causes. Beaucoup de gens disent que c'est parce qu'on a des cartes chez nous et que voilà, il y a beaucoup de cartésiens, mais en même temps, Descartes, je pense donc je suis. Si on s'intéresse vraiment à ses travaux, à la fin de sa vie, il voulait réunir la matière et l'esprit. Il croyait en l'âme. Donc cette raison, pour moi, elle n'est pas vraiment valable. Mais ce qui est quand même intéressant à souligner, c'est que c'est en train de bouger. Et là, c'est là où la technologie a aussi sa place, tu vois. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut se renseigner en un clic et tu vois comment ça bouge, comment... Je pense que le changement vient vraiment des gens, des citoyens. Il y a des études qui ont montré que à peu près 70% des Français ont déjà consommé une médecine complémentaire. Ce qui est énorme. Et c'était ce qui s'était passé dans les années 2000 aux États-Unis, en fait. C'est là où le gouvernement s'est dit, mais en fait, ils sont déjà en train d'utiliser toutes ces approches alors qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est là où, aux États-Unis, ils ont décidé de créer un bureau au sein du ministère de la Santé et de la Recherche, le NCCIH, pour faire un état des lieux et recenser un peu toutes les pratiques qui existaient et avoir une idée un peu de tout ce qui se proposait. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. On a des références, on se base aussi sur les registres de l'OMS qui, elles, valorisent les médecines traditionnelles dans le monde entier. Et elle en aurait dénombré à peu près 500, tu vois. Et en France aussi, c'est en train de bouger. L'exemple américain, il est assez paradoxal, je trouve, parce que d'un côté, il y a toutes ces pratiques qui explosent, et d'un autre côté, quand on regarde de l'extérieur avec un peu notre loupe, et qu'on voit... voilà, ça fait peur, hein. Ça fait peur, on se dit, mais on a l'impression qu'il y a une société un peu à deux vitesses, quoi. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, au-delà des chiffres, d'aller voir, en fait, quand tu te poses des questions. Moi, j'aime bien toujours aller vérifier sur le terrain.
Et ce que j'aime dans la mentalité américaine, même s'il y a plein d'autres facettes qui ne sont pas évidentes à accepter, mais en tout cas dans une que j'ai observée moi, auprès des chercheurs et des médecins pionniers en santé intégrative, c'est qu'ils me disaient, pendant que j'avais fait ce voyage pour les interviewer, ils me disaient, en fait, notre système fait que si on a des approches qu'on a envie d'expérimenter et qu'on arrive à démontrer que ça coûte moins cher pour une institution, pour une entreprise, eh ben on y va. Alors qu'en France, on attend de prouver l'efficacité. C'est pas la même chose, du coup. Et surtout, le modèle d'évaluation scientifique, pour une approche intégrative et globale qui intègre les émotions, qui intègre la robustesse, elle ne correspond pas, elle ne rentre pas dans la boîte de l'évaluation scientifique officiellement acceptée aujourd'hui. La référence aujourd'hui, c'est les fameuses études randomisées contrôlées en double aveugle qui mettent en avant l'efficacité d'une molécule. C'est pas la même chose. Tu vois, tu sors un genre de bazooka pour évaluer l'efficacité et les effets secondaires d'un médicament chimique, d'accord ? C'est bien pour la sécurité des personnes et pour savoir si on donne le bon médicament. Mais à côté, pour évaluer une pratique comme le yoga ou la méditation ou une approche qui intègre plusieurs outils, on n'a pas les bons outils en fait. Et du coup, on a l'impression que ça marche pas. Mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il faudrait se re-questionner sur comment évaluer scientifiquement ces approches qui demandent un temps long. Ça se fait pas du jour au lendemain. Le temps que la personne intègre, et tu vois, le changement, on le sait aujourd'hui, hein, c'est vraiment dans la durée, c'est une temporalité plus longue. J'ai envie de dire, les méthodes d'évaluation sont basées sur la performance, alors qu'on a besoin d'évaluer sur des données plus qualitatives qui intègrent d'autres sciences que la science chimique, des sciences plus humaines, plus pour comprendre comment les personnes évoluent en fonction de comment elles sont prises en charge. Toi aujourd'hui, c'est une question un peu plus personnelle, mais c'est quoi les piliers de ton hygiène intégrative au quotidien ? C'est quoi les non négociables de Nathalie ? Les non négociables de Nathalie, ça dépend où est-ce que j'en suis dans mes cycles. Mais de manière générale, au moment où on fait cette interview, moi ce qui m'aide vraiment, je voyage pas mal en ce moment, ce qui m'aide vraiment c'est le matin, de me faire une pratique de yoga pour pouvoir vraiment ressentir mon corps, pour apaiser mon mental et pour remercier aussi. Cet exercice de la gratitude, moi, c'est vraiment un non négociable. Ça, même si j'ai pas envie de faire du yoga, si j'ai pas envie de bouger. Ça me met directement dans une énergie d'ouverture du cœur, même si je sais que ça va pas être facile dans la journée ou que je traverse un moment difficile. Et quand je peux cuisiner moi-même, c'est encore mieux, parce que ça me met vraiment dans mes intelligences sensorielles, et puis je suis à l'écoute de mon appétit, et puis c'est un moment joyeux, en fait, tout simplement, avec les couleurs, avec les saveurs. J'aime vraiment la dimension sensorielle dans mon quotidien, elle est essentielle, en fait. Et puis, d'avoir des temps dans la nature. Et même ça, même si je suis dans une grande ville comme à Paris, y a un parc, j'ai besoin de marcher, ouais. Et peut-être pour terminer de répondre à ta question, je pense que ce qui m'anime aussi dans mes rituels, c'est qu'aucun jour ne se ressemble. Super. La nature, c'est hyper intéressant et je pense que parfois les gens se disent peut-être j'ai pas le temps d'aller au parc ou de marcher dans la nature. Et là, je lisais une étude récemment qui expliquait que notre cerveau change au contact de la couleur verte, que tout de suite on est dans des dispositions qui vont être vraiment différentes, on va avoir plus de clarté, plus d'apaisement. Et donc il y a des vrais fondements derrière, au-delà de se dire que le marcher en nature c'est relaxant, il y a des vrais fondements scientifiques sur l'apport de la nature, être en pleine nature. Mais d'ailleurs, c'était une des médecins que j'avais interviewé aux États-Unis qui m'avait parlé de cette étude un peu avant-gardiste dans les années 70, où donc c'était une chercheuse en neuropsycho-immuno-endocrinologie. Je l'ai dit d'une seule traite. Elle me disait, en fait, on connaît aujourd'hui l'impact de l'environnement dans lequel on vit, parce qu'il y a pas mal d'études préliminaires qui avaient démontré, justement, elle m'a donné l'exemple d'un collègue chirurgien dans les années 70, qui opérait, donc lui il avait la spécialité d'opérer les gens, il leur enlevait la vésicule biliaire. Et il avait constaté que dans le service d'hospitalisation après l'intervention, il y avait
une aile des patients qui consommait moins d'antidouleurs et qui était moins longtemps hospitalisée que l'autre aile. Donc il s'est dit, c'est intéressant, j'aimerais savoir c'est quoi qui pourrait expliquer ça. Il a repris tous les dossiers de plusieurs années en essayant de trouver l'élément qui pourrait expliquer la différence. Peut-être que c'était pas le même personnel, ou tu vois, il s'est dit, il y a peut-être un facteur humain. Et en fait, l'élément qui est ressorti, c'est qu'il y avait une aile du service qui donnait sur un parc et l'autre aile qui donnait sur un mur de briques. Donc je te laisse deviner c'est quel visuel dans la fenêtre qui permettait aux gens de consommer moins d'antidouleurs et de cicatriser plus vite. Et on a toujours un coin de verdure à proximité. C'est beaucoup moins compliqué qu'on ne le pense, en fait, d'être au contact de la nature. Tu vois, là, je vois des plantes à côté. Donc, en fait, il suffit de se mettre en contact avec du verre, de la nature, des plantes. Et c'est quand même accessible à tout le monde. Oui. Moi, je te rejoins. Si je marche pas tous les jours un peu au contact de la nature, je me sens vraiment pas la même. Donc, je rejoins vraiment ce point. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant, Nathalie, d'un autre concept, celui du dharma. Et plus précisément du Dharma Flow dont tu parles beaucoup dans ton livre Danse avec le chaos créateur. Est-ce que tu pourrais déjà nous réexpliquer ce que veut dire ce mot sanskrit dharma et à quoi ça sert le dharma? Comment ça peut nous servir? Je me permets juste de rebondir. En fait, tu me présentes comme un autre concept, alors qu'en fait, pour moi, c'est dans la continuité de mes recherches. À force d'être obsédée de la santé, du terrain, à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui, même si biologiquement dans ses examens on voit qu'elle est malade, par exemple, j'accompagne aussi des personnes qui ont un cancer par exemple, et il y a une lueur dans les yeux des fois où tu dis waouh, ça crée énergie, alors que si on regarde d'un point de vue purement médical, c'est pas non plus super. Alors qu'à l'inverse, j'accompagne aussi des personnes qui biologiquement tout est parfait, nickel et tout, mais il y a un truc qui est éteint à l'intérieur d'elles. Elles se sentent pas à leur place dans leur boulot, leurs relations intimes, ça marche pas bien, avec les enfants, ça marche pas bien, enfin tu vois. Et c'est là encore une fois où l'Ayurveda est arrivé à la rescousse, parce que dans le concept de santé en Ayurveda, au-delà du corps physique, du mental, je t'avais dit au début, il y avait l'âme aussi. Et dans une lecture du vivant d'Ayurveda, une âme décide de s'incarner dans un corps pour vivre une expérience et pour offrir le meilleur d'elle-même quelque part, à elle, mais aussi aux personnes qui l'entourent, à la famille qu'elle choisit, aux collègues de travail, enfin voilà. Et quand tu t'éloignes de ce chemin initial qu'a choisi l'âme, ça va se manifester par d'abord des pensées, des ruminations au niveau du mental, et puis tu vas avoir moins accès à tes ressources. Et puis dès que tu perds le sens, en fait, tu vas commencer à avoir du mental, ça va passer aux émotions. Tu vas sentir qu'il y a des émotions où tu es bloqué, comme la colère ou la tristesse. Ça se répète comme des schémas, des patterns. Tu attires des relations qui, pareil, en anglais on dit uplift, qui t'élèvent, ouais. Qui t'élèvent pas. Il y a un truc où, tu vois, ça tourne pas rond. Et après, si on dépasse le stade, on va arriver à ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Tu vas sentir que ta digestion n'est pas bonne, que tu es ballonné, que tu dors mal, que tu as des douleurs un peu chroniques, mais tu sais pas trop ce que c'est. Puis l'étape ultime, entre guillemets, c'est une manifestation physique avec des symptômes physiques. Et c'est là où la médecine occidentale arrive et peut diagnostiquer et traiter. En Ayurveda, c'est beaucoup plus en amont que ça se passe. Et le concept de dharma, c'est ça. C'est cette philosophie que on est incarné sur cette terre pour œuvrer à partir d'un espace où on est complètement nous-mêmes. Et j'aime beaucoup cette définition symbolique, c'est la note unique pour laquelle tu es venu jouer dans l'immense symphonie de l'univers. Et puis si tu essayes de jouer la note du voisin, en fait, ça crée une cacophonie dans toute la partition. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, ce concept, et j'ai réalisé qu'en fait, finalement, dans mon dharma, dans ma mission de vie, il y avait comme le petit poussé, j'avais planté des petits cailloux un peu tout le long de mon parcours, même s'il y a des moments où, dans les moments de crise existentielle, tu te dis mais pourquoi j'ai fait ces choix, mais pourquoi j'ai fait ce métier, tu vois. En fait, tout fait sens quand tu prends cette vision un peu en hauteur, et que tu dis mais justement, même si ce métier ne me correspond pas, ça m'a permis de développer telle ou telle compétence, tel ou tel talent, de faire telle ou telle rencontre. Et même si d'extérieur on peut avoir l'impression que c'est un échec, en fait c'est une expérience qui aujourd'hui peut me nourrir dans ce que
dans ce qui m'anime. Et donc, aujourd'hui, tout mon travail, et ce que j'explique dans Danse avec le chaos créateur, c'est que les moments de chaos, intérieur et extérieur, sont peut-être des opportunités pour aller questionner qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer et qu'est-ce qui me fait plus vibrer et est-ce que je suis prête à terminer un cycle pour aller vraiment encore plus au contact de mes intelligences sensorielles, puisque pour moi ce sont elles les guides qui te permettent de te connecter à ta boussole intérieure. Et du coup, c'est un super outil aussi pour soutenir sa santé mentale, parce que si tu sens quelque part qu'il y a un désalignement ou en tout cas quelque part ça va pas, bah, ça peut être un bon outil pour réaiguiller et le mettre au service de sa santé mentale aussi, en fait. Tout à fait. C'est vraiment, je trouve plein de similarités avec l'ikigai, par exemple. Ouais, du Japon, ouais. J'ai relevé cette phrase dans ton livre Danse avec le chaos créateur, que tu as publié aux éditions Erol. Tu écris « Quand tu es connecté à ton dharma, ta physiologie, tes capacités de régénération et tes actions sont alignées, tu es en bonne santé. » Oui, j'aime beaucoup cette déclinaison. Et juste, je précise que c'est pas linéaire et qu'il faut pas te dire que du coup, si t'es pas en bonne santé, c'est que tu fais pas bien les choses, t'es pas dans ton dharma. C'est pas du tout comme ça que ça se prend, parce que encore une fois, on n'est pas dans un espace de culpabilisation et d'autoculpabilisation. Mais c'est une invitation à se dire, donc s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, entre guillemets, dans mon corps, où je sens qu'il y a des manifestations, que mon corps me dit quelque chose, peut-être que je peux le voir comme une opportunité pour me dire, c'est quoi ce signal? Et comment je pourrais faire pour vraiment aller écouter là où ça fait oui? Là où peut-être mon corps est en train de me guider vers une autre direction que j'avais pas vue. Certes, c'est pas confortable d'aller expérimenter, mais peut-être que mes ressources intérieures vont me permettre de créer du confort et de la sécurité, même si le mental dit « Ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et puis voilà, il y a quelque chose de l'ordre de comment devenir allié finalement avec son corps. Moi, s'il fallait résumer en une phrase, pour moi, ce que la santé intégrative m'a appris, c'est vraiment ça, c'est comment faire de ton corps et de toutes les parties de toi des alliés pour contribuer dans ce monde. Et puis ton corps, c'est aussi ta première porte finalement, parce que dès que tu ouvres la porte du corps, il y a les autres portes derrière. Parce que le corps, c'est un peu la partie visible de l'iceberg finalement. Mais le sens, l'alignement, est-ce que je suis à ma juste place, tout ça, c'est des choses qui finalement se mesurent pas, tu vois, avec une règle ou avec des indices. C'est quand même très subjectif, mais encore faut-il savoir écouter. Ah, c'est clair, ce que tu dis, c'est vraiment... on est des êtres de chair incarnés dans la matière, et c'est notre corps, la première interface. Donc pour moi, c'est notre temple, tu vois, c'est vraiment notre maison intérieure, et d'apprendre à l'écouter et d'en prendre soin, finalement, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès tout petit. Absolument. Le chaos. Revenons un peu sur ce mot, parce que c'est pas un mot facile, c'est pas un mot léger, le chaos. Et alors toi, tu parles du chaos créateur, qui peut être antinomique de prime abord, voire un peu surprenant. Comment on peut embrasser un chaos quand on est dedans, quand on vit des choses hyper difficiles, et de se dire, de ça va naître de la lumière. C'est difficile de se dire ça quand on est dedans, je trouve. Bien sûr, et pour l'avoir expérimenté il n'y a pas très longtemps, moi j'ai accompagné mon papa en fin de vie l'année dernière, il est parti quelques mois après, et ça a été un gros chaos, le deuil, et sur le moment, en effet, je rejoins un peu la réponse que je t'ai donnée sur la première étape, c'est observer. Sans essayer de rajouter des choses ou dire c'est bien, elle a dit que c'était créateur, donc ça va être créateur. En fait, c'est observer, faire le constat. Là, c'est tout noir, il n'y a que du vide. Tu vois, mes pratiques de yoga, là, pendant plusieurs mois, j'ai tout coupé. Et ça aussi, c'est l'observation de la nature. En fait, quand il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas la peine de forcer les choses, et c'est juste cultiver cette confiance, j'ai envie de pousser un peu plus loin, cette foi, que ça va pas être éternel, c'est pas permanent cet état d'instabilité, mais c'est peut-être nécessaire pour faire un reset. Et dans ce temps-là, le minimum vital, c'est qu'est-ce que je peux faire pour prendre un minimum soin de moi. Est-ce que le fait d'allumer un feu, d'être au coin du feu, devant ma cheminée, ça me fait du bien? Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé dans ces moments-là très difficiles, c'était d'aller marcher. Donc, je m'étais créé ce qu'on appelle en sophrologie un signal réflexe. C'est un temps où tu enregistres vraiment comment tu te sens dans ta respiration, dans ton corps. Et moi, c'était de mettre mes chaussures de randonnée et de sentir mes plantes de pied
dans les chaussures, c'était le seul endroit où je me sentais bien. Et donc ça m'a donné envie de marcher. J'ai beaucoup marché pendant plusieurs semaines. Et peut-être que c'est ça. À ce moment-là, j'étais dans mon dharma, tu vois, d'aller marcher, de prendre la hauteur. Et je me remercie d'avoir écouté ces temps de rien et de vide, même si ma coach intérieure était là, oui, il faudrait que tu fasses ça, mais t'as plein d'outils et tout. Et en fait, c'est à un moment donné, pour reprendre Fabrice Midal, c'est se foutre la paix aussi. Dans ce monde où il y a tellement d'injonctions, et de faire confiance que ça va tourner, que ça va bouger. Et qu'à un moment donné, en fait, ce chaos qui fait peur dans notre monde occidental, il a en effet une extrémité où il est destructeur, mais il y a un curseur qui bouge entre la destruction, ça peut aussi aller à la création. Et d'apprendre à écouter les moments où tu as besoin de remettre le curseur au milieu, le moment où tu peux aller bouger le curseur vers la création, et puis les moments où il a besoin de passer par la destruction. Là aussi, les philosophies ancestrales nous invitent à être dans cette ouverture de comment on peut dire, de cette trinité, j'ai envie de dire. Il y a des temps de création, il y a des temps de destruction, puis il y a des temps où ça se stabilise. Et ce qui est beau, pour terminer, c'est une réponse un peu longue, mais je trouve que c'est beau d'avoir aussi cet équivalent dans la biologie. Aujourd'hui, on sait que les cellules ont ces capacités-là, ces 3 capacités-là. Elles ont la capacité de s'autodétruire, c'est un mécanisme de protection. Elles ont la capacité donc de se reproduire, et elles ont la capacité d'avoir une vie, de stabiliser leurs éléments pour pouvoir développer un organe, produire des enzymes. Et c'est ces 3 facettes du vivant, en fait, que le chaos nous permet d'aller revisiter et de réintégrer dans nos vies. On a parlé du cycle au début. Encore une fois, on retrouve cette notion de cycle, de saison. Et en t'écoutant, je me disais, en fait, quelque part, il faut aussi faire confiance à cette intelligence du vivant qu'on évoque depuis le début, que rien n'est figé, que le vivant a aussi cette capacité, et on en fait partie, à se réinventer, à se régénérer, à repartir aussi. Et je trouve ça très beau, la manière dont tu en parles. Merci. On arrive au bout de notre échange passionnant, Nathalie. Vraiment, c'est un plaisir de t'écouter. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette heure passée ensemble ? Ouh là là, que vous continuez à explorer vos chaos créateurs, ça c'est clair. Si vous voulez aller plus loin, il y a le livre « Danse avec le chaos créateur » où vous pourrez dessiner votre boussole sensorielle avec vos 8 intelligences régénératives. Et c'est vraiment un visuel qui vous permettra, j'espère, de créer en fait une vie vraiment alignée avec ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Si vous voulez aller encore plus loin, je propose des immersions dans la nature, des formations de 5 jours qui sont les bulles de régénération dans le sud de la France, dans un petit village juste à côté de Montpellier. Donc ça aussi, c'est un espace où vraiment vous allez pouvoir vous réaligner avec votre dharma. Et sinon, si vous avez envie d'aller à la rencontre de personnes et de territoires qui ont cette vision intégrative du prendre soin, du care, à la fois individuel mais aussi collectif, là je vous donne rendez-vous dans mon émission Passeur de soins qui est en pleine création, et je vais préparer l'épisode pilote bientôt. On va faire le tournage en Belgique. Mais l'idée, c'est derrière d'avoir des épisodes dans différents territoires en France et dans les dom-toms. Un super projet. Et le premier épisode devrait sortir quand à peu près ? Avant l'été. Avant l'été, ok. Si tout va bien. On croise les doigts. Merci infiniment Nathalie pour tous ces partages, pour toutes ces explications. Et on va suivre l'aventure de Passeur de soins. Avec plaisir. Merci Amira. Merci, à bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.